coup de gueule. Alors on va changer complètement de sujet là, puisque... Mais c'est bien, ce tour de table est fait pour ça, pour sortir... C'est une décision récente de la Commission européenne et qui est passée relativement inaperçue et que je pense importante. Je vais faire un petit retour en arrière, il y a pas mal d'années. La crise de la vache folle, vous vous souvenez, donc ces bovins que l'on voyait trembler dans les champs, qui nous venaient d'Angleterre au début. Donc on est dans les années 80-90, avec un risque d'ailleurs avéré de transmission à l'homme par des formes dérivées de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Donc ce sont des choses lourdes et graves. Et donc l'Union européenne décide en 1994 d'interdire les farines animales, et c'était tant mieux. Et la France d'ailleurs avait même refusé d'importer du bœuf anglais, et ça va durer jusqu'au début des années 2000. Et puis là, on ne sait pas pourquoi, décision de la Commission européenne, qui, alors on ne parle plus de farines animales, mais ça revient au même, on parle de protéines animales transformées. Vous savez, on met toujours des mots beaucoup plus jolis, mais en fait ça revient à peu près au même. Alors on ne dit plus c'est pour les bovins, on dit c'est seulement pour les cochons et pour la volaille, et on va réintroduire ces farines animales. Alors l'Union européenne nous dit, mais on prend toutes les précautions, on ne pourra plus, par exemple, alors on voit des trucs comme ça quand même, on ne pourra plus utiliser des animaux morts ou malades. Voilà, donc on est franchement rassurés. Voilà, là on est très rassurés. Et donc on va nous remettre ça dans nos assiettes. Et on nous dit également, ça c'est quand même intéressant, que l'on a vérifié que le principe de non-cannibalisme sera bien respecté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner des farines animales de cochon à des cochons ou des farines de volaille à des volailles. Alors on est totalement rassurés, moi je ne le suis pas. On parle beaucoup aujourd'hui d'agriculture raisonnée, on parle de circuits courts, on parle de malbouffe, et c'est vrai qu'il y en a marre de cette malbouffe. Ce sont des sujets importants, tout ça, dont on parle moins, notamment pour ce qui me concerne, dans notre microcosme politique, comme disait Raymond Barre. Je pense que ce sont des sujets fondamentaux et qui engagent des politiques lourdes. Voilà. Alors pourquoi est-ce que l'on fait ça ? Parce que ça coûte moins cher. Voilà. Donc on gagne un peu. On gagne un peu. Et on a oublié. Et à l'arrivée, c'est nous qui consommons. Je vous dis franchement, moi, j'ai pas envie de manger de poulet avec des protéines animales transformées. Voilà. Donc c'est un coup de gueule pour dire. Et puis derrière tout cela, c'est l'image également que l'on donne de l'Union européenne, la Commission européenne. Il y a une contestation lourde et forte, puissante. Je veux dire qu'on arrête avec ce genre de choses, et c'est passé en catimini. Est-ce que vous en avez entendu parler? Quasiment pas. Pas du tout. Voilà. Donc on va se retrouver ça un prochain jour, je ne sais pas quand exactement, dans nos assiettes, on ne sera pas au courant. Bon, voilà. C'est un petit peu aussi ce qu'a dit Valérie Pécresse sur l'Europe. C'est autre chose que de calculer la taille des cages à lapins, quoi. C'est un petit peu là où on en est. Sur ce point, je suis bien d'accord. Régis ? Mais je pense, et je suis élu, je vais me servir à moi-même comme Cyrano, je pense qu'il y a une responsabilité politique très lourde qui effectivement ne date pas d'hier, qui date de décennies, où nous ne faisons pas ce qu'il faut faire pour redresser ce pays. Alors comment convaincre les Français de leur dire oui, on va faire des efforts, mais c'est vrai que tout le monde en a marre de faire des efforts. Pourquoi ? Donc, et ce que vous dites, moi je vais le dire, alors je ne vais pas me faire que des amis, mais c'est vrai que cette pétaudière politique que l'on voit à l'approche de la présidentielle, ça suffit. La France est dans une situation extrêmement grave, je pense qu'on dévisse complètement. Voilà. Et pendant ce temps-là, chacun y va de son petit ego personnel. Voilà, donc ça suffit. Moi, je suis un vieux gaulliste. Donc, j'imagine De Gaulle aujourd'hui. Alors, on va me dire, faut pas dire ça parce que c'est ringard, c'était il y a longtemps et tout, mais je m'en fous. C'est une réalité. Aujourd'hui, la France se porte mal, tous les indicateurs sont au rouge, et nous, pendant ce temps-là, c'est pas amusons-nous Folleville, mais c'est, on va, chacun est candidat, comme si on était dans un concours du meilleur, je sais pas quoi. Voilà, enfin, c'est la présidentielle, c'est une grande puissance, la France. On la redresse ou on la redresse pas, et pour ça, on met un collectif en place. Alors, quand je dis ça, on me dit je suis naïf. Mais enfin non, je ne suis pas naïf, ça s'est passé aussi dans certaines périodes de notre histoire où on a su faire face, on a su se redresser. Et la France, moi qui aime beaucoup l'histoire et notamment l'histoire de France, je constate qu'elle a cette capacité de rebondir quand on ne l'attend plus. Alors je crois vraiment que le moment est venu, et moi j'en appelle aux uns et aux autres dans la vie politique pour peut-être s'effacer un peu au profit du collectif. Alors, je crois qu'au travers de ce que disait Jean, on a un exemple, un exemple qui peut être généralisé à l'organisation de la France, et organisation qui nous contraint à un point qui devient insupportable. Ça s'appelle l'hypercentralisation du processus de décision. C'est-à-dire que vous soyez à Montauban, à Tarbes, à Lille ou à Perpète-les-Oies, vous avez exactement le même règlement, ce qui s'applique, sauf que vous êtes dans des situations différentes, faisant que ce même règlement ne peut pas bien s'appliquer. Et vous avez un processus
processus totalement vertical, et là, où tout le monde applique, qui est totalement bloqué, et vous arrivez sur le terrain, et je le vis depuis 1 an et quelques avec cette crise, vous avez des situations ubuesques, et que vous essayez de vous en débatouiller, vous essayez de réparer le truc, vous essayez par exemple pour les écoles, parce que les questions dont on parle s'impliquent évidemment pour les écoles, les restaurants scolaires, etc. Et vous essayez, vous, de vous débrouiller de cela. J'ai relu, là, il y a peu de temps, un bouquin que je trouve remarquable, qui s'appelle Le mal français d'Alain Perfit. C'est pas récent. Et il vous décrit sur des siècles, pourquoi ce pays est régulièrement bloqué. Et ça s'appelle notamment, je vais résumer, et peut-être un peu trop simplifier sa démonstration remarquable, parce qu'il y a une suradministration et une hypercentralisation du pays. C'était l'Ancien Régime. Mais voilà, et quand on commencera... C'était quand on n'a pas tiré de leçons depuis... On avait tiré des premières leçons, notamment alors dans la période de Gaulle, avec les premières mesures de décentralisation. Mais on se souvient que De Gaulle perd le référendum sur la régionalisation. Ensuite, avec les lois de décentralisation, 81, 82, et depuis lors, on a fait de la bricole. Et aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de nos politiques publiques, et c'était très intéressant ce que Frédéric Dabi disait sur les préoccupations des Français, santé, sécurité, environnement, et éducation. Voilà. Ce sont des politiques publiques. Elles ne fonctionnent pas. Non. Je le vis tous les jours. Elles ne fonctionnent pas. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un État qui ne fonctionne plus lui-même. Et moi je dis, alors j'ajoute un 5e item à votre étude, c'est la réforme de l'État. Parce que tant que l'on ne fera pas la réforme de l'État, nous ne pourrons pas apporter ces politiques de santé, de sécurité, d'environnement et d'éducation et autres. Ça ne bouge pas. Voilà. Et c'est ça la réforme fondamentale pour les mois et les années à venir. La question qui est individuelle, mais il y a la question collective. On participe à une société, on vit ensemble, et donc moi je considère qu'on a aussi une responsabilité vis-à-vis du collectif. Vous voyez Marianne, on a le même âge, moi je me suis fait vacciner parce que je rencontre beaucoup de gens, j'avais bien sûr le souci de me protéger, mais j'avais le souci aussi, et pardon, et je suis pas formidable, parce que c'est le cas de beaucoup de gens qui raisonnent comme ça, on est tous comme ça, de protéger aussi les autres, et de permettre aussi au pays de retrouver une vie, je l'espère, de plus en plus normale, parce qu'on a subi l'année dernière une catastrophe, on a vu notre économie qui plongeait, mais au-delà de notre économie, c'est l'ensemble de la relation sociale qui a plongé. Nous, sur Orléans, on a été obligés, et d'autres villes l'ont fait, de mettre en place des épiceries sociales pour nos étudiants, à 19 ou 20 ans. Et la première fois qu'on met en place notre première épicerie sociale, vous savez combien il y a de jeunes qui viennent ? Plus de 500. On a été débordés. Débordés. Parce qu'ils étaient seuls, parce qu'ils n'avaient plus rien à manger, parce qu'ils étaient livrés à eux-mêmes. Alors je ne vais pas faire pleurer dans les chaumières. Mais voilà, donc on a cette responsabilité collective. Avec tout le pognon qu'on claque. Comme et moi je pense que cela doit faire, si vous me permettez Marianne, mais ça doit faire partie aussi de notre réflexion et de notre choix. Après, comme Valérie l'a dit, chacun est libre de son choix. Et c'est important que chacun reste libre de son choix. Mais je pense qu'on a cette double responsabilité. Précision pour